Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Noah pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage, votre émission qui décrypte les temps forts de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Une actualité évidemment marquée par la guerre en Ukraine. Dans cette émission, vous entendrez les témoignages d'Ukrainiens installés dans notre région. Vous verrez aussi que la solidarité s'organise pour accueillir les réfugiés. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure et pour nous accompagner, j'ai le plaisir de recevoir Gwenaëlle Lamarque. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en histoire contemporaine et directeur de la Maison de l'Europe à Bordeaux. Cette semaine, vous avez organisé une conférence pour décrypter la guerre en Ukraine. Il y avait énormément de monde. Les gens s'inquiètent, méconnaissent cette histoire. Je pense qu'il y a deux phénomènes qui sont en train de se passer aujourd'hui en France, à Bordeaux, mais aussi en Europe. D'abord, je pense que les Françaises et les Français, les Européennes et les Européens comprennent que le combat de l'Ukraine, au fond, c'est le leur. Parce que c'est l'hégémonie russe qui pourrait, après l'Ukraine, s'étendre à d'autres pays, Géorgie, Arménie, mais pourquoi pas à des pays membres de l'Union européenne, et notamment les anciens pays du pacte de Varsovie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Tchéquie, voire Hongrie. Donc il y a une vraie conscientisation que la guerre est vraiment aux portes de l'Europe et aux portes de l'Union européenne, premièrement. Et deuxièmement, il y a surtout une méconnaissance des réalités de l'Europe centrale. Alors justement, comment comprendre, comment appréhender ce conflit ? Pour appréhender ce conflit, il faut regarder la géographie et il faut regarder l'histoire. La géographie qui était héritée du traité de Versailles depuis 1919 et la question des minorités, qui est une question qui est épineuse dans l'Europe médiane. Et après l'histoire, l'instrumentalisation de l'histoire, notamment par la Russie, pour, j'allais dire, attaquer l'Ukraine. Et si on n'a pas ces éléments de géographie et d'histoire, en fait, de l'espace du temps long, on ne peut pas comprendre ce qui se passe concrètement en Ukraine aujourd'hui. Alors cela fait 10 jours que la Russie a lancé son offensive contre l'Ukraine. Une guerre vécue à distance par les expatriés ukrainiens. Parmi eux, les danseurs du ballet de Kiev. Mercredi soir, ils étaient sur la scène du théâtre Cravé à la Teste de Buch en Gironde. C'était leur dernière représentation en France et vous vous en doutez, l'émotion était palpable. Gwenaëlle Lamarque, on regarde ce premier reportage et on se retrouve juste après. La puissance de l'hymne national ukrainien clamé par la troupe du ballet de Kiev pour leur dernière représentation en France. J'ai pleuré car les mots de notre hymne national sont forts. Il dit que nous résisterons jusqu'à la fin. Ces mots sonnent si justes à nos oreilles en ce moment. Entamée il y a 2 mois, la tournée du Lac des Cygnes se poursuit en dépit du contexte de guerre. Lorsqu'ils, par exemple, appellent leurs proches, leurs amis, leurs parents, et ils voient que ça va là-bas, c'est-à-dire ça va dans le sens qu'ils sont sains et saufs, donc ça permet de lever le moral. Dans le spectacle d'origine, 40 danseurs, moins d'une trentaine ce soir. Le plus jeune d'entre eux a 19 ans. Je suis issu d'une promotion toute récente, j'ai fait une école de danse et aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir continuer de danser ici. Le ballet, c'est la danse de mon cœur. Hors scène, leur esprit est ailleurs. Dans la salle, l'admiration gagne le public. Je suis très émue de voir ces jeunes danser. Je me demande dans leur tête comment ils réagissent, comment ils peuvent danser. Je ne suis pas venu par rapport au contexte. Moi, j'avais acheté des places il y a très longtemps déjà, donc c'est forcément un peu plus touchant. Se dire qu'ils sont capables de passer au-dessus de ça pour danser pour nous, où nous, tout va bien, sans un petit peu... Fin du spectacle. La plupart partent en Pologne, continuer la tournée. D'autres rentrent au pays, retrouver leurs proches. Retrouver leurs proches et peut-être prendre les armes. Depuis le début de l'invasion russe, on assiste au retour en Ukraine de certains expatriés pour défendre leur pays. Je pense par exemple au champion du monde de boxe Oleksandr Usyk qui a quitté Londres la semaine dernière. Il vous a surpris ce patriotisme ukrainien ou bien au contraire était-il prévisible ? Non, il ne m'a pas surpris parce que en fait, le patriotisme ukrainien est presque né en 2014 après l'intervention russe en Crimée. Avant 2014,
2014, on ne peut pas dire qu'il y ait une unité nationale en Ukraine du fait de son histoire, de sa division entre l'Ouest et l'Est, entre les ukrainophones et les russophones, mais l'intervention de la Russie en 2014 a eu pour effet de solidifier la nation ukrainienne. Et on le voit bien, il y a une résistance de l'armée régulière, mais il y a aussi une résistance des populations ukrainophones, mais aussi russophones, qui n'acceptent pas la violence de l'État russe à l'encontre de leur pays. Vous nous disiez juste avant qu'il y a cette méconnaissance en France donc de cette Europe médiane. Pourtant, c'est où c'est joué et c'est où se joue actuellement l'avenir de notre continent. L'Europe centrale et orientale, c'est là où se joue le destin de l'Europe depuis presque 2000 ans. Si on ne comprend pas ce qui se passe dans cette région, principalement autour de deux foyers, l'ex-Yougoslavie, et il y a eu 10 ans de guerre dans l'ex-Yougoslavie, et exactement la partie mer Noire, Ukraine, Turquie, on ne comprend pas ce qui peut se passer dans ce continent. Et en gros, vous le dites parfaitement, la paix n'est pas un acquis dans cette partie de l'Europe, et c'est pour ça qu'il faut une action de l'Union européenne et que nous avons un grand effort diplomatique à faire vers ces pays pour les stabiliser dans leur démocratie et pour imposer une paix durable. Ce conflit, il peut durer ? Il peut durer, oui, parce que l'attaque de Vladimir Poutine en plein hiver en Russie, dans l'ère eurasiatique, c'est assez original, j'allais dire, parce que toutes les grandes offensives se font plutôt au printemps, ce qui veut dire que Vladimir Poutine avait acté sur une reddition de l'Ukraine en 2 jours. On est déjà à plus de 10 jours, ce qui veut dire que l'armée régulière résiste, que les populations résistent, et donc il y a effectivement un risque d'enlisement de ce conflit et d'élargissement du conflit à d'autres acteurs de la région, notamment dans le Caucase. Alors on va faire un petit retour en France, Gwenaëlle Lamarque. Depuis le début du conflit, la solidarité s'organise dans notre région, comme partout en France, où les appels aux dons se multiplient. Toutes les antennes de France 3 Nouvelle-Aquitaine ont d'ailleurs mis en lumière de nombreuses initiatives, que ce soit à Périgueux, Angoulême ou encore à Limoges, où jeudi, un semi-remorque a pris la route pour l'Ukraine. Un camion de 44 tonnes chargé de vêtements, de produits de première nécessité, mais aussi de matériel médical. Regardez. Ce 44 tonnes ne suffira pas à contenir tous les cartons stockés à la mairie de Limoges. Et les dons arrivent encore à l'heure du chargement. Là, c'est des produits, des cotons et tout ça, et des vêtements. Officiellement, la collecte a pris fin hier dans le hall de la mairie transformé en fourmilière. Tous les gens viennent de toutes les couches sociales, c'est magnifique. Il y a aussi ceux qui donnent de leur temps pour trier, emballer et charger. Mercredi prochain, ces 2 chauffeurs employés par la municipalité prendront la route pour la Roumanie à bord du semi-remorque. Il y a une trentaine d'heures de conduite à peu près, ouais. Sacrée aventure. Oui, il me tarde de partir, moi. Le convoi sera encadré par l'ONG Pompiers de l'Urgence Internationale qui a dû organiser une véritable plateforme logistique. Les dons arrivent de partout en France et ils sont acheminés jusqu'à Limoges et on organise donc le transport. Et on a lancé d'ailleurs un appel aux dons financiers parce qu'il faut bien sûr financer les camions. Un camion de ce type-là, par une société de transport, c'est environ 4 000 € par camion. Un appel anticipé par Limoges Métropole qui annonce aujourd'hui apporter une aide totale de 30 000 €. 15 000 € pour les pompiers de l'Urgence Internationale et autant pour la protection civile. Quand vous connaissez aujourd'hui le coût du gasoil pour pouvoir acheminer ces denrées et ces dons auprès des populations, il faut une aide financière. Et ça sera voté ultérieurement, mais là-dessus, il y a une unanimité politique. Sans ces 15 000 €, vous auriez fait comment ? Comme on en a fait jusqu'à présent, on serait allé à la pêche aux dons aussi financiers, mais ça aurait été beaucoup plus long. Et là, on est quand même dans des nécessités d'acheminer rapidement. La générosité des Limousins a dépassé les attentes des associations. Il faut maintenant organiser l'acheminement des produits collectés. C'est du jamais vu, cet élan de solidarité. Comment l'expliquer ? Je m'adresse au docteur en histoire contemporaine. Je pense que, là je reviens sur le reportage, c'est absolument inédit. Ce qui veut dire qu'il y a une mobilisation très forte de la population française et européenne en général pour apporter de l'aide médicale, paramédicale. Mais pourquoi ? Parce que c'est pas très loin de chez nous ? Parce que c'est pas très loin de chez nous et que, en fait, peut-être que la guerre est palpable. Et je le redis, que les Européens et les Européennes comprennent que la guerre des Ukrainiens, c'est leur guerre et que la guerre est vraiment aux portes de l'Union européenne, c'est-à-dire
au bout de l'autoroute, au fond. C'est assez amusant. On dit on envoie des camions. Oui, la guerre est au bout de l'autoroute, à une trentaine d'heures d'errance de Bordeaux et de la Nouvelle-Aquitaine. Absolument. Gwenaëlle Lamarque, vous êtes directeur de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Est-ce que finalement ce conflit, il permet de faire naître ou renaître un sentiment d'appartenance européen ? Absolument. Je pense que Vladimir Poutine aura généré deux choses. D'abord, le regain d'identité nationale et d'unité nationale en Ukraine, premièrement. Pensons aux Ukrainiens qui aujourd'hui sont sous les bombes russes. Et deuxièmement, aura raffermi une Union européenne qui, au fond, était en train de vivre une crise systémique depuis le Brexit. Et avec cette crise ukrainienne, on voit les ferments de ce qui sera sûrement demain l'Europe de la défense. Parce que la coordination de l'envoi d'armes par les pays européens vers l'Ukraine sur un état-major qui est mutualisé, c'est le départ de l'Europe de la défense. Et d'ailleurs, c'est toujours dans les crises politiques, dans les crises économiques ou dans les crises institutionnelles que s'est construite l'Europe depuis 1951. Donc, on a peut-être une opportunité, à travers cette crise, de devenir un vrai acteur des relations internationales. C'est ce qui nous a manqué finalement. En fait, il faut qu'on soit confronté à une crise. Voilà, c'est ce qui nous manque depuis quasiment la création de l'Union européenne, de la communauté économique européenne. C'est qu'on bénéficie du parapluie américain quand les présidents américains veulent bien nous aider. Et le mandat de Trump a montré toute la distance qu'on peut avoir avec notre premier allié atlantique. Et on s'est aussi construit avec la peur du géant russe. Mais au fond, on n'a jamais eu de personnalité diplomatique, militaire, indépendante, autonome ou du moins opérationnelle. Et là, ça peut être une vraie chance de changer la donne et de changer tout simplement le cours de notre histoire. Alors juste avant, on a vu un reportage sur cette solidarité qui s'organise. La solidarité, c'est aussi l'accueil des réfugiés. D'après l'ONU, 1 million de personnes ont fui les bombardements russes. Se pose donc aujourd'hui la question de l'accueil dans la région. De nombreux particuliers proposent de faire un peu de place chez eux pour accueillir les exilés. C'est par exemple le cas en Dordogne, rencontre avec 2 périgourdines. Voilà la chambre. Il y a un peu de bazar, ça va aller au don de demain. La chambre d'amis d'Isabelle est prête pour accueillir des réfugiés. Après les collectes, elle a décidé de faire plus. Ça a toujours été naturel pour moi. C'est quelque chose, l'entraide, ça a toujours fait partie de ma vie. La solidarité autour de Périgueux a très vite pris forme sur les réseaux sociaux. C'est là qu'Isabelle a trouvé les relais, les infos et posté son annonce parmi de nombreuses autres. On s'est rendu compte très vite que le nombre d'abonnés à cette page est passé de 10 à 200 en l'espace de quelques heures. Et c'est là où on prend conscience qu'on n'est pas seul à vouloir aider, qu'il y a tout plein de monde et qu'il suffit d'une idée pour que les gens soient prêts à participer. Sur les hauteurs de Boulazac, c'est une belle dépendance que Josette et Charles proposent à côté de leur demeure. Pour eux, c'est l'endroit idéal pour une famille ou deux. C'est une maison qui fait une centaine de mètres carrés, qu'on a construite il y a une dizaine d'années pour la famille. Ils n'ont aucune crainte ou réticence à ouvrir leur foyer à des réfugiés. On y a pensé tout de suite. Donc, dès qu'on a vu ces files de gens qui partaient, on dit des centaines de milliers qui vont arriver sur toute l'Europe occidentale. Je pense que les Polonais, les Roumains ne vont pas pouvoir tout absorber. Tout le monde va, puis le président Macron l'a dit, tout le monde va partager. Nous, on est candidats. Depuis le début de l'invasion russe, le couple s'informe, cherche à comprendre, partage ses réflexions sur la situation ukrainienne. Ils sont aux portes de l'Europe. On est, nous, je veux dire, de par notre histoire familiale, très européens. Notre fils est marié en Belgique, mes petites-filles sont franco-allemandes. Donc l'Europe, c'est vraiment quelque chose qui nous fait, en fait. Voilà. Donc je trouve que cette situation, finalement, est peut-être l'occasion unique de donner de la force à l'Europe et pour une fois de la constituer. Et c'est aussi via Internet que Josette vient d'apprendre que les propositions d'hébergement en Dordogne sont centralisées par les mairies et la préfecture. Josette, elle illustre parfaitement ce que vous nous disiez à l'instant. C'est l'Europe des citoyens. Là, on est sur l'Europe des citoyens et l'Europe des solidarités au-delà des nations. Elle le dit dans le reportage, la guerre est aux portes de l'Europe et c'est pour ça qu'il y a cette mobilisation. Peut-être un mot sur les réfugiés. 1 million en quelques jours, c'est énorme. On a la capacité de les accueillir ? Alors, tous ensemble, avec les 27 pays de l'Union européenne, oui, nous avons la capacité de les accueillir.
Mais soyons francs, ça ressemblera étrangement à ce que nous avons connu très bien dans cette région, dans la Nouvelle-Aquitaine, c'est l'accueil des réfugiés espagnols des années 36-38 avec la guerre d'Espagne. S'il y a un parallélisme à faire, ça sera aussi important, mais là, à une échelle macroscopique et européenne. Un mot aussi sur le fait que l'Europe accueille à bras ouverts ces réfugiés. Pourtant, il y a encore quelques mois, on construisait des murs. Bien oui, parce que les Ukrainiens sont des Européens. Et là, on s'en fait le choc des cultures, le choc des civilisations. Il est certain, et ça reprend un petit peu tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, que l'Ukraine appartient à l'ère culturelle européenne. Et ce sont des Européens. Donc des frères, facile de les donc accueillir. donc des frères, et donc les portes s'ouvrent plus facilement. C'est évident, mais ça témoigne d'une identité peut-être commune qui est en train véritablement de se forger sur tout le continent, de l'Atlantique à l'Ukraine. On continue, Gwenaëlle Lamarque. On va prendre la direction du Pays Basque avec cette image. Le week-end dernier, des tags anti-Poutine et pro-ukrainiens ont été découverts à Anglette. Des graffitis sur les murs extérieurs de la villa Susanna, qui appartient à l'ex-femme du président russe. Un mot rapidement, ça vous surprend ce genre de tag ? Non, c'est de la résistance culturelle, c'est de l'art. On va rester au Pays Basque, où résident de nombreux ressortissants russes et ukrainiens, comme cette photographe et cette esthéticienne que vous allez découvrir. Comment observe-t-elle ce conflit depuis la France ? Écoutons leur témoignage. La communauté russe et ukrainienne est nombreuse au Pays Basque. Svitlana Louri est esthéticienne. Elle vit ici depuis 20 ans. Originaire de Donetsk en Ukraine, elle suit quasiment heure par heure l'évolution du conflit et tente d'avoir des nouvelles de ses proches. Ça me touche bien sûr profondément, mais c'est souffrance par mes proches qui sont là-bas, des amis Kiev, Donetsk, Alexandria. Donc on s'appelle tous les jours depuis une semaine. À Donetsk, ils sont un petit peu s'habitués. Mais bon, à la guerre, tu ne peux pas t'habituer peut-être. Voilà, mais un petit peu. Concernant quelqu'un qui est à Kiev et Alexandria, ils ont vraiment peur, ils pleurent. Chacun, elle espère que ça se termine au plus vite possible. Installée depuis 10 ans au Pays Basque, Paulina Jourdain-Kobicheva est une photographe originaire de Saint-Pétersbourg. Sa mère et son fils vivent encore en Russie. L'entrée en guerre de son pays la désespère. On vit mal, il n'y en a rien d'autre à dire, on est tous sur choc. On veut vivre normalement, on veut vivre sans les sangs qui coulent. Donc ça, en 21e siècle, on est droit quand même à arriver des capacités de régler les conflits autrement. On se sent coupable. Et en même temps, mais il faut vivre, il faut continuer. Ces deux expatriés formulent le même souhait, que leur pays signe rapidement la paix. Une partie de l'opinion, comme cette photographe russe que nous venons d'entendre, doute l'intérêt d'envahir un pays frère. Aujourd'hui, en Russie, on voit naître de nombreuses critiques. C'est assez nouveau, ça, comme phénomène ? Oui, c'est nouveau, mais je pense que c'est symptomatique de ce qui se passe actuellement en Russie autour de Vladimir Poutine, qui depuis 2-3 ans s'isole et exerce de manière très solitaire le pouvoir. Il faut faire une claire distinction, et je pense que ce reportage est vraiment bien vu, entre les dirigeants russes, ou le dirigeant russe, qui est de plus en plus isolé, et le reste de la population russe, qui, avec les problèmes liés à l'économie, mais aussi à la crise Covid, qui a été très mal gérée en Russie, avec plus d'1 million de morts, a honnêtement autre chose à faire que d'aller faire une guerre sur un pays frère. Et je suis d'accord, parce que l'Ukraine et la Russie, l'histoire millénaire qui les réunit mais qui les sépare aussi, prouve qu'il y a de vraies correspondance, de vraies, j'allais dire, similarités entre ces pays. C'est comme si la France allait faire la guerre à la Belgique. C'est aussi fou que ça. Donc, naturellement, il se peut qu'il y ait toute une partie de la population qui se désolidarise. Le seul problème que nous avons en Russie, c'est que ce n'est pas une démocratie à l'occidentale. Il est impossible de savoir quelle peut être l'ampleur des manifestations qui ont lieu de manière éparse et sporadique. Quelles sont, en gros, la vitalité de cette opposition. Ils ont du mal à trouver un meneur. Exactement. Opposition qui est à chaque fois décimée par les services secrets russes, avec des arrestations, quand ce n'est pas des éliminations. Et donc voilà. Donc là, on a une zone grise parce qu'on ne sait pas véritablement, en gros, le taux de popularité de cette guerre au sein de la population, parce qu'on ne le connaît qu'à travers soit les médias russes d'État,
soit le porte-parole du Kremlin. Donc c'est un petit peu difficile, mais faisons attention. Il y a le dirigeant russe Vladimir Poutine qui représente un continuum historique, son pouvoir, seul, solitaire. Au fond, c'est l'héritier de Staline et des tsars. Il ne faut pas aller plus loin. Et après, la population russe. Et je note que d'ailleurs, en France, tous les Russes qui vivent en France ont exprimé leur solidarité avec les Ukrainiennes et les Ukrainiens, et notamment à Bordeaux, où des associations comme Russie Liberté ou comme le comité de jumelage Bordeaux-Saint-Pétersbourg ont fait une photo à la mairie de Bordeaux avec la communauté ukrainienne. Donc attention, attention, il y a les dirigeants, le pouvoir politique, et après le reste de la société. Attention, pas d'amalgame. On va poursuivre avec les conséquences économiques de cette invasion russe. Cette crise aura des répercussions sur le pouvoir d'achat des Français, expliquait Emmanuel Macron lors de son allocution mercredi. On assiste déjà à la flambée du prix du pétrole, du gaz, mais aussi du blé. Exemple avec ce reportage tourné en Charente-Maritime. Depuis quelques jours, la petite coopérative agricole de Saint-Pierre-de-Juillet en Charente-Maritime navigue en plein brouillard. Son directeur ne quitte plus son écran d'ordinateur. Il y observe incrédule la flambée des cours du blé. Il y a 2 mois, le blé n'avait jamais franchi les 300 €. Là, aujourd'hui, il a rendu à 340. 340 € la tonne aujourd'hui. Et combien demain? C'est toute la question. Ici, la coopérative collecte entre 45 000 et 50 000 tonnes de céréales à l'année, dont la moitié de blé. Cette hausse des cours serait donc plutôt positive pour les 130 agriculteurs adhérents. Malheureusement, la situation est loin d'être aussi simple. Il faut quand même faire très attention. On peut avoir une chute très vite des prix aussi. Et quid de l'engrais aussi. Demain, pour la prochaine campagne, on se pose tous la question de comment on va se passer pour les engrais. Car au-delà des céréales, la Russie compte aussi parmi les principaux exportateurs d'engrais au monde. On risque d'avoir encore une nouvelle hausse des engrais dans les prochaines semaines, selon le contexte mondial. Et aussi un problème peut-être de disponibilité. S'ils ferment le robinet en certains types d'engrais, on aura plus de mal à s'approvisionner et les prix, forcément, seront plus chers. Le souci, c'est que ces prix ont déjà augmenté. Et même très fortement pour certains engrais comme celui-ci, liquide, à base d'azote. Du jamais vu pour Guy Boidet, agriculteur depuis 40 ans. On était à 240, on est passé à 600 et des brouettes, 640, 650. Céréales, engrais, la flambée des cours risque de peser dangereusement sur les exploitations agricoles en renchérissant les coûts de production. Une situation aujourd'hui suspendue à l'actualité en provenance d'Ukraine. Et depuis, Emmanuel Macron, désormais candidat à sa réélection, a promis d'accompagner tous les Français avec un plan de résilience. Comment, d'après vous, Gwenaëlle Lamarque, atténuer les répercussions de ce conflit? C'est compliqué. Je vais simplement dire que nous sommes dans des économies imbriquées. Ce qui veut dire que la Russie est un partenaire commercial assez important pour les pays européens. Sur 2 champs, notamment 2 domaines. Bien sûr, le domaine céréalier, avec les céréales et les engrais, le reportage le montre, mais aussi dans celui de tout ce qui est les énergies, le gaz notamment, et donc indirectement le pétrole. Et que dès lors que il y a un conflit avec la Russie et donc des sanctions économiques, il y a forcément une répercussion sur nous et une montée des prix de ce type de matière. Je note simplement, pour faire quand même un lien avec la situation en Ukraine, c'est que si la Russie cible l'Ukraine, c'est parce que c'est aussi une terre agricole. Khrouchtchev et Staline parlaient du grenier à blé ukrainien qui donnait à manger au reste de l'Union soviétique. Il y a aussi un combat pour des terres arables que fait Vladimir Poutine et aussi pour s'assurer presque d'une puissance agricole inégalée aux portes de l'Europe. Autre conséquence de cette guerre en Ukraine, le départ cette semaine des soldats français vers la Roumanie. Lundi, les militaires du 126e régiment d'infanterie de Brive ont pris la route dans le cadre d'une mission de l'OTAN. Notre équipe a assisté aux derniers préparatifs des troupes. Regardez. Après l'excitation de l'alerte, l'organisation matérielle, c'est aujourd'hui le départ. Sur la place d'Armes, une centaine de militaires du 126e régiment d'infanterie s'apprêtent à quitter Brive pour rejoindre d'autres soldats français déjà arrivés en Roumanie. L'instant est solennel,
surtout pour leur chef de corps qui a suivi de près leur formation. C'est une vraie intensité de voir nos soldats partir. Une vraie émotion aussi, parce que ce sont un peu nos protégés, nos enfants, les soldats qui nous ont été confiés. Ils sont prêts, ils sont parfaitement prêts. Sur les bords de la mer Noire, les militaires français devront assurer des missions de protection et de sécurisation. Pour certains, comme le lieutenant Thomas, cette première mission à l'étranger est un baptême du feu. Et on n'a pas encore de détails exacts sur ce qu'on fera. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'on y va pour que les troupes françaises soient avancées au niveau de la Roumanie. On attendra les ordres quand on sera sur place. Montrer une présence militaire, c'est ça? Oui, exactement. Et nous, on s'avance au niveau de la Roumanie pour être présent pas très loin, effectivement, de la frontière. Une intervention en Ukraine n'est pas à l'ordre du jour. Du coup, le pactage des bisons, comme on appelle les soldats du 126e RI, reste sommaire. Chaque militaire emporte tout de même 40 kilos d'équipement avec lui. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce sac? Donc là, le casque lourd et le gilet SMBE avec les gants et équipements. Pour l'instant, c'est ceux avec quoi on part et puis sur place, on percevra d'autres matériels de protection. Les militaires ont quitté leur base en début d'après-midi et après une halte dans le sud de la France, demain, ils décollent vers la Roumanie pour une durée indéterminée. Ouais, c'est encore et toujours la question de l'Europe. Cette guerre, elle est venue brutalement remettre en lumière la question d'une défense européenne. Dans son allocution mercredi, le président Macron a une nouvelle fois mis en avant l'ambition d'une défense européenne. L'idée est-elle en train de progresser? Oui, je le pense. Là, le départ des soldats français vers la Roumanie qui est un nouveau pays de l'Union européenne depuis 2004, qui est aussi un pays de l'OTAN. Nous envoyons des troupes pour protéger éventuellement la Roumanie, qui est immédiatement limitrophe de l'Ukraine. C'est aussi le cas pour la Pologne. Et ces deux pays, vraiment, là, pour le coup, ont la guerre à leur porte, à leurs frontières. Et donc, en faisant ces actions de solidarité, en envoyant des militaires, en montrant bien, notamment à Vladimir Poutine, que les Français, mais aussi les Anglais, l'Allemagne, qui a décidé de débloquer pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale un vrai budget pour l'armée, la Suède, qui a décidé d'envoyer des armes aussi en Ukraine, qui a brisé sa doctrine politique de neutralité depuis 1846, tout ça, moi, me rendre confiant sur l'émergence d'une Europe de la défense et sur l'arrivée de l'Union européenne en tant qu'acteur des relations internationales majeures. Pour être un acteur ou une actrice plus exactement majeure, il faut une diplomatie mutualisée, coordonnée, pas 27 diplomaties mais une seule, et après il faut une force opérationnelle, ça s'appelle une armée européenne commune, tout simplement. Ça peut avoir un aspect dissuasif pour Vladimir Poutine? Évidemment, aspect dissuasif, aspect défensif pour nous. Défensif et dissuasif. On a vu aussi des volontaires français partir en Ukraine. C'est comme en 1936, dans la guerre d'Espagne. Souvenez-vous, il y avait les brigades internationales. Hemingway, l'Américain, qui arrive en Europe par Bordeaux et qui fait route pour aller se battre aux côtés des Républicains. Eh bien, c'est un petit peu la même chose qui se passe. Voilà, ce sont des gens qui veulent s'engager pour l'Ukraine, qui mettront sûrement leur vie en danger pour soutenir et défendre l'Ukraine et donc défendre l'Europe un petit peu. Gwenaëlle Lamarque, quel est le programme à venir là, pour vous en tant que directeur de l'Europe dans les jours à venir? Pour nous, on soutient à fond l'association Ukraine Amitié, qui est l'association qui représente la communauté ukrainienne à Bordeaux. Et moi, j'ai simplement un rendez-vous à vous donner demain, dimanche, à midi. C'est une grande manifestation, place de la Bourse, en soutien au peuple ukrainien qui est aujourd'hui confronté à la menace russe. Et donc voilà un beau programme. Allez témoigner notre solidarité, simplement, pacifiquement, un grand rassemblement place de la Bourse. Merci beaucoup, Gwenaëlle Lamarque, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je le rappelle, donc, vous êtes docteur en histoire contemporaine et donc directeur de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Et merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Sandrine Valero pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage. Passez une très belle soirée et un très bon week-end sur Noah.